Merci beaucoup pour votre soutien et pour vos paroles qui ont un sens très important. Cette compréhension, ces paroles, ces messages de votre part sont très importants. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs européens, je vous remercie aujourd'hui pour cette possibilité de m'adresser à vous. Vous savez, l'Ukraine se réveille dernièrement tous les matins avec les questions qu'est-ce qui a encore été ciblé par l'agression russe cette nuit et que faut-il faire encore pour remporter la victoire sur ces terroristes. Et quand je dis dernièrement, je ne pense pas seulement aux 2 derniers jours, aux dernières semaines, aux derniers mois. Cette guerre terroriste menée par la Russie contre l'Ukraine dure 232 jours. 232 jours après 8 ans de guerre dans le Donbass. Eh bien, il est vrai que vous êtes au courant de ce que vit l'Ukraine et les médias européens transmettent les informations. Après, en ce qui concerne les actes que commet la Russie, eh bien, la délégation ukrainienne retransmet les demandes de l'Ukraine également. Donc, je ne vais pas perdre le temps pour parler de nouvelles cibles des terroristes russes sur le front. Je voudrais me concentrer sur autre chose aujourd'hui. Quand et comment nous pourrons mettre fin à ce qui se passe, quand la paix pourrait être restaurée et quand notre intégrité territoriale sur la totalité des terres ukrainiennes pourra être restaurée. Quand je suis devenu président de l'Ukraine, il y avait des relations pas très faciles avec le Conseil de l'Europe car l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a de nouveau accepté la Russie dans ses rangs, ce qui s'est fait malgré les violations commises par la Russie après 2014. Les arguments qui étaient avancés étaient les arguments du maintien du dialogue avec la Russie, mais derrière cette volonté, il y avait peut-être aussi ma crainte que les gens fermaient les yeux sur ce qui se passait, où il y avait des gens qui pensaient au côté financier, à l'argent qui était peut-être important dans les relations économiques à ce moment-là. Aujourd'hui, la situation est différente et je vous suis reconnaissant pour votre soutien. Vous avez pris une décision décisive vis-à-vis de la Russie et notamment pour arrêter sa participation à des instances européennes comme la vôtre. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant, un vrai dialogue a commencé, un dialogue honnête, un dialogue nécessaire, une vraie recherche de solutions. C'est un dialogue entre Européens. Dialogue comment sauver les vies des gens, comment défendre nos valeurs, comment l'Europe peut résister quand tout ce qui est fondamental pour la paix est attaqué par non pas un groupe politique marginal, ce qui était déjà arrivé, mais par un très grand État, par un État qui se préparait à la guerre pendant des dizaines d'années et qui transmet dans son idéologie la destruction des droits de l'homme. Nous voyons ce dialogue en Europe, dialogue entre les Européens. Nous voyons aussi les actions qui renforcent l'Europe. L'Europe n'a jamais été aussi forte dans son histoire que maintenant, aussi concentrée sur tout ce qui est nécessaire pour ne pas permettre aux terroristes russes de détruire nos vies, à nous et vous.
Ensemble, nous isolons la Russie. Ensemble, nous la punissons pour la terreur. Ensemble, nous ressentons le coût de cette guerre que la Russie a commencée. Donc, le soutien de l'Ukraine, aussi bien militaire que financier, et le soutien des Ukrainiens qui ont dû quitter leur pays pour sauver leur vie à cause de l'agression. Ça, c'est quelque chose de très important, notamment la protection de l'Ukraine contre les armes russes, mais aussi la protection contre l'arme énergétique russe. Il y avait des appels durant des années pour le mettre en place dans les instances européennes. Eh bien, ce dialogue doit être continué, ce dialogue entre nous, le dialogue avec nos partenaires dans le monde. Et je fais cet appel à vous, aux députés, pour en parler à vos électeurs, vous en tant qu'élus. Également, je fais cet appel pour protéger le ciel ukrainien de la terreur russe. Si ceci est mis en place, ce sera un pas fondamental pour mettre fin à cette guerre le plus vite possible. Nous devons continuer notre dialogue aussi pour pouvoir réduire les ressources que la Russie a pour financer cette guerre, l'argent qu'elle reçoit en vendant le pétrole et le gaz. Par conséquent, les sanctions de l'Union européenne sont un instrument important. Il faut trouver aussi le moyen d'imposer à la Russie le respect des conditions de l'AIEA pour assurer la démilitarisation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Mais la Russie doit non seulement sortir tout son matériel militaire, mais doit aussi faire sortir tous ses combattants de cette zone. Il faut également assurer que tous les criminels russes, tous les tueurs rendent des comptes de leurs crimes. Quand les mécanismes de droit seront créés pour le faire et seront mis en œuvre, ceci représentera la garantie puissante et à long terme de la paix à long terme. Nous avons vu que la Russie rejette un vrai dialogue avec nous. La Russie ne veut utiliser que le langage de la terreur. C'est un fait. Il faut reconnaître ce fait et politiquement et juridiquement et sur le champ de bataille. Je vous suis reconnaissant pour le soutien. Peut-être l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est la première organisation qui pourra reconnaître que la Russie est un État terroriste. Vous avez vu qu'il est important de mener un dialogue, un vrai dialogue avec nous pour mettre fin à ce qui se passe et nous permettre de défendre les droits de l'homme, la liberté et l'état de droit, qui sont encore plus importants que toujours. Et il peut y avoir un rôle très important pour créer un tribunal spécial pour juger les crimes commis par la Russie. Faisons-le, ce sera un pas très important pour l'état de droit. L'Europe peut aussi jouer un rôle de leader pour assurer les compensations et pour créer un dispositif pour assurer des dédommagements, des compensations pour tous les dommages commis pendant cette guerre. C'est en Europe, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'actifs d'État russes. Il y a beaucoup d'entreprises corrompues liées à l'agresseur russe. Et il faut que ce dispositif soit créé pour compenser tous les dommages causés par la guerre. Eh bien, vous savez très bien quelles sont les composantes de la formule de la paix. Il y a ce dialogue en Europe et dans le monde pour arrêter la guerre et faire revenir la paix. L'Europe a entendu la proposition ukrainienne. C'est une proposition
pour assurer la défense de l'Ukraine, la défense des hommes et des femmes et la responsabilité pour tout ce qui a été commis par l'agresseur, ainsi que les dédommagements. Le dialogue est possible avec les gens qui valorisent la liberté et qui ne veulent pas fermer les yeux sur la guerre et ce qu'elle apporte. Je vous remercie pour votre soutien, ce soutien important. Que vive l'Europe et gloire à l'Ukraine. Voilà donc les membres du Conseil européen réunis à Strasbourg, du Conseil de l'Europe, réunis à Strasbourg ce matin, 46 pays représentés sur le papier et qui viennent d'écouter une dizaine de minutes de discours de Volodymyr Zelensky qui était en visio évidemment, en direct de son bureau, sans doute, avec toujours cette chemise kaki, c'est parfois un t-shirt, là c'est une chemise, donc toujours ce côté très martial. Un président toujours très calme, qui commence par remercier, puis par demander, notamment de la protection pour le ciel ukrainien. C'était attendu, parce que c'est comme ça, dit-il, qu'on ira plus vite vers la fin de la guerre. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours, Irina Mitrichine ? Je retiens qu'il est toujours structuré selon la même manière, comme vous avez souligné, donc les remerciements, le constat de la situation que l'Ukraine affronte aujourd'hui, cette nouvelle facette que nous avons vue depuis lundi avec l'attaque contre les infrastructures civiles. Donc on est là où on perd sur le champ de bataille, la Russie compense ailleurs en s'attaquant aux civils et en préparant en fait le désastre à venir, puisque nous entrons dans la période froide et l'absence d'électricité, ça veut dire l'absence de chauffage, ça veut dire l'absence d'eau, tout simplement. Et donc, cela compliquera sensiblement la situation de la population. Et sans doute, Poutine espère contraindre et donc obliger les Ukrainiens à céder. Mais pour avoir discuté hier avec une amie de la capitale qui m'a dit, voilà, on est en train d'acheter des bougies, on est en train de se préparer. Ce sera sans électricité, sans eau, mais aussi sans eux, sans les Russes. Et donc ça, Poutine n'a pas compris qu'il y a un moment où, quoi qu'il fasse, la réaction ne sera que la mobilisation davantage. Mais Zelensky a tout à fait raison de demander des armes et ce soutien militaire et logistique dont l'Ukraine a cruellement besoin aujourd'hui. Et confirmez, quand vous avez vos interlocuteurs, vos amis à Kiev, ils ne sont pas découragés, non. Ils sont encore plus animés d'un esprit de résistance. Il y a une concentration. Alors que, il y a une concentration et l'objectif très clair de, voilà, on ne panique pas, on n'a plus peur, c'est fini. Voilà il faut qu'on mette tout ce qu'il faut, toutes les chances de notre côté pour surmonter cela, parce que de toutes les manières, on va survivre. Mais à la limite, vous diriez que l'esprit de résistance, il est encore plus puissant que le 24 février, qu'au début de la guerre. Au début de la guerre, il y a pu y avoir une forme d'accablement qu'il n'y a plus maintenant. Il y avait l'incertitude et la peur, en fait, et qui a été surmontée très vite. Et aujourd'hui, cette peur, elle est dans le passé. Ouais. Donc maintenant, on va de l'avant. Nicolas Tenzer. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments importants dans le discours du président Zelensky, même si ce sont effectivement des répétitions par rapport à ce qu'il a pu déjà dire. Mais il y a deux choses fondamentales qu'il répète maintenant à chaque fois. Premièrement, il faut que nous déclarions, nous, pays occidentaux, la Russie comme un État terroriste. Vous avez noté qu'Emmanuel Macron, hier, c'est la première question, il a botté en touche. Il a botté en touche. Est-ce que la Russie est un État terroriste ? Il a pas répondu. Voilà, Joe Biden a botté en touche. La réalité, effectivement, c'est que la Russie commet, non seulement on le sait, des crimes de guerre, mais aussi par leur caractère systématique, des crimes massifs contre l'humanité, qu'il y a plus de 100 000 civils syriens, déjà avant, mais là, en l'occurrence, ukrainiens, qui ont été tués, qu'on vise délibérément. Il faudrait quoi ? Il faudrait que le Conseil de l'Europe prenne une délibération. Alors, encore une fois, le Conseil de l'Europe peut prendre des résolutions qui ne sont pas des résolutions contraignantes. Pas plus, d'ailleurs, que le Parlement européen pour prendre l'Union européenne. Mais État terroriste, ce n'est pas uniquement quelque chose de symbolique.
Ça veut dire que, premièrement, tout État qui commercerait avec la Russie deviendrait complice d'un acte de terrorisme. Que tous les propagandistes, y compris en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, qui soutiendraient d'une manière ou d'une autre la Russie, seraient complices du terrorisme. Que les relations diplomatiques seraient complètement gelées de ce fait. Je ne veux pas dire les communications, les contacts. Mais donc, ça veut dire que concrètement, si vous voulez, en termes financiers aussi, de sanctions, on irait jusqu'au bout. Et ça, il le demande. Ça a une importance concrète. C'est pas du symbole, hein, c'est quelque chose de concret. Et en même temps, je veux dire, la réalité, c'est quand même aussi que la Russie de Poutine a tué beaucoup plus de civils, mais Alors, beaucoup Nicolas plus Tenzer, qu'Al-Qaïda et Daesh. Deuxième élément. Deuxième élément, tout simplement la justice, la punition. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tous les responsables, depuis ceux qui ont ordonné Poutine, les généraux, le ministre de la Défense, jusqu'aux exécutants, y compris de simples soldats qui ont commis des exactions, soient jugés. Alors, ils peuvent être jugés pour 4 crimes. La parole doit tourner. Nicolas Strackhoff. Moi, je pense que c'est important aussi de rappeler que Zelensky s'est exprimé devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ce qui est important, c'est qu'il est devant les représentants du peuple, pas devant le gouvernement. C'est aussi pour ça que peut-être ça sera un peu plus facile pour les parlementaires de effectivement avancer dans cette discussion de reconnaître la Russie comme étant l'État terroriste. Donc, et ici également, il ne parle pas uniquement aux représentants de l'Europe, comme on le connaît, de l'Union européenne. Il y a aussi notamment la Turquie et la Serbie aussi. Donc les pays qui sont parfois, qui ont été plutôt favorables même à la Russie, à l'agression en quelque sorte. Donc ici, c'est important, surtout le public qu'ils visent à ce moment-là. Donc c'est aussi pour ça que même si en mois de mars, elle n'a pas réussi de s'exprimer devant le Conseil de l'Europe, maintenant, il a bien fait la communication, c'est très bien joué en quelque sorte. Vous trouvez que c'est très bien joué? Et vous, oui, en fait, pourquoi est-ce qu'il insiste sur la notion d'État terroriste pour la Russie? C'est qu'il répond au narratif actuel de la Russie, qui dénonce l'Ukraine comme un État terroriste. L'objectif de Poutine en déclarant l'Ukraine État terroriste, c'est de justifier toutes les attaques qu'il est en train de faire, notamment sur les populations civiles. C'est-à-dire que tous les Ukrainiens sont donc des terroristes, donc ils sont justifiables de toutes les frappes possibles. Donc c'est très important cette notion d'État terroriste, parce qu'il se renvoie un peu la balle, sauf que là, Zelensky, à juste titre, insiste sur l'aspect un peu plus juridique, un peu plus institutionnel. Et là, il a vraiment raison, parce que là, il y a vraiment tous les éléments pour faire de la Russie un État terroriste. Et Poutine, il justifie ses attaques, notamment sur les civils. Et là, comme vient de le dire Irina, il commet la même erreur que Hitler et Göring en 1940 avec l'Angleterre, en abandonnant le bombardement des bases aériennes qu'il avait commencé au début, et en se concentrant sur le bombardement des populations, pour les londoniennes en particulier, pour les démoraliser. Il a fait l'erreur majeure, c'est-à-dire qu'il a renforcé l'esprit de résistance des Britanniques, et notamment des Londoniens, et il a permis à la Royal Air Force de se reconstituer. Pour finir, la Royal Air Force a gagné la bataille d'Angleterre. Merci beaucoup pour ce rappel. Dans un instant, on va parler de la mobilisation et puis vous l'évoquiez aussi du froid. À tout de suite.